Question des temps nouveaux. Un forum d'échange pour mieux saisir les réalités d'aujourd'hui et de demain. Madame, Monsieur, bonjour. L'université virtuelle dernière génération d'éducation à distance est actuellement en plein essor. De plus en plus, les institutions universitaires utilisent l'Internet comme outil d'enseignement et le nombre de cours offerts en ligne ne cesse de s'accroître. Bien qu'alléchant pour plusieurs, ce phénomène entraîne certaines craintes chez les chercheurs et enseignants et même chez les parents quant à la rationalisation et à la dépersonnalisation de l'enseignement. La question qui se pose est à savoir si l'université virtuelle est condamnée à devenir une usine à formation se détachant des besoins de principaux intéressés. Ce type de formation est-il adapté à nos réalités? Question des temps nouveaux s'est intéressée au sujet. Pour en parler, on reçoit ce dimanche professeur Koné Tiemoman. Il est le directeur général de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Kolo. Bonjour Aboussila, professeur, bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons définir l'université virtuelle, parler de la première entrée académique, les défis de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, et puis on va terminer avec les diplômes qui seront délivrés en fin de formation à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette université numérique que l'État de Côte d'Ivoire vient de mettre en place pour permettre à chacun de préparer à distance un diplôme. Cette université, contrairement aux autres universités, s'appuie sur l'outil numérique pour dispenser la formation. Alors, quelles sont les missions de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire? La mission principale de l'université virtuelle est de vulgariser la formation à distance. À ce titre, cette université doit accompagner les universités existantes qui opèrent en mode présentiel pour que ces formations en présentiel soient accessibles à distance pour les besoins de tous les étudiants. Cette université a aussi pour mission de vulgariser la culture scientifique et numérique auprès de la population. Kolo Koulibaly. Alors, professeur, il y a une question toute simple, c'est qu'on se demande tout de suite pourquoi une université virtuelle? Parce qu'on veut faire comme les autres? Parce que c'est l'actualité? Parce que c'est la mouvance internationale? Pourquoi? Évidemment, l'université virtuelle n'est pas une réalité nouvelle. Des pays avant nous se sont déjà engagés dans la mise en place des universités virtuelles avec beaucoup de succès. Donc nous avons peut-être attendu un peu de temps pour que les conditions justement soient réunies pour pouvoir mettre cette université virtuelle en place. Aujourd'hui, nous la mettons en place parce que les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années nous permettent aujourd'hui de bénéficier d'un environnement nous permettant de mettre cette université virtuelle en place. Y a-t-il un besoin pour ce type de formation en Côte d'Ivoire, surtout l'université virtuelle? Y avait-il nécessité, besoin ou urgence de créer cette université virtuelle-là? Oui. Quand on sait qu'il y a déjà d'autres universités qui existent en Côte d'Ivoire. Oui, vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la mobilité est ce qui est à la mode. Les gens se déplacent beaucoup et il faut donner aujourd'hui la possibilité à chacun de pouvoir se former partout où il se trouve. Donc il y a une nécessité d'aller vers cette forme de formation. Est-ce que aussi c'est parce que les universités classiques ne peuvent pas, ne sont pas adéquates aujourd'hui ou bien sont débordées? Bon, débordées, je ne sais pas, mais je veux dire les universités qui opèrent en présentiel s'appuient justement sur des amphithéâtres, des salles de classe qui ont des capacités limitées. Donc, je pense qu'on voit très bien qu'au niveau de ces universités, une fois que les capacités d'accueil sont remplies, il est difficile pour ces universités de prendre un peu plus. Voilà. Alors, une autre question, c'est le fonctionnement de cette université virtuelle. Alors, comment elle va fonctionner, professeur? Je rappelle que c'est tout de même une université, même si elle s'appuie sur le numérique. Sa mission, c'est de former des gens pour avoir des diplômes. Donc le fonctionnement ne va pas s'écarter, n'est-ce pas, de ce qui se fait déjà. C'est le support, n'est-ce pas, qui est utilisé pour dispenser la formation, qui est ici, est numérique. C'est ce qui change en réalité. Sinon, c'est toujours des professeurs qui enseignent déjà même dans les autres universités,
qui vont dispenser aussi les cours. Mais ce cours, au lieu de se faire dans une salle de classe, va utiliser les supports numériques comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes pour être accessible au plus grand nombre. Est-ce que déjà il y a un programme de cours? Et puis comment les cours seront dispensés aux étudiants? D'abord, il y a un programme de cours qui est en préparation depuis 2015. Donc le programme de 2016 est disponible. Et actuellement, nous sommes en train de préparer le programme de l'année prochaine. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer la licence première année que nous avons cette année. Alors cette question nous permet de rentrer dans la deuxième partie, dans le deuxième chapitre de notre interview aujourd'hui, à savoir la première rentrée académique. Alors quelles sont les filières les filières de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour cette première rentrée académique? Pour cette première année académique, nous avons une seule filière, qui est la filière informatique et sciences du numérique. En fait, c'est une filière qui s'adresse à ceux qui veulent faire l'informatique d'une manière générale. Pourquoi seulement cette filière-là? Oui, puisque, comme je vous l'ai dit, cette université virtuelle est une université numérique. Donc, cette université est mieux outillée que les autres universités pour former au numérique. Donc, cette université est dans son élément. Pour ce qui est des autres filières qui existent déjà dans les autres universités, l'université virtuelle va accompagner ces autres universités pour que ces formations-là soient également accessibles à distance. Mais pour l'université virtuelle en tant qu'université autonome, c'est l'informatique et les sciences du numérique. D'accord. Alors, et pour cette première rentrée académique 2016-2017, combien d'étudiants ont été orientés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Et puis ensuite, on va parler du mode d'orientation. Actuellement, nous avons 5000 bacheliers qui ont été orientés dans cette université. 5000 bacheliers ont été orientés pour cette rentrée académique 2016-2017. Ont-ils fait le choix eux-mêmes de partir à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ou bien c'est l'État qui a décidé de les orienter à l'université? Le processus d'orientation est un processus assez complexe qui prend en compte les capacités d'accueil dans les structures opérant en présentiel, qui tient aussi compte du vœu. Dans les 5000 étudiants bacheliers que nous sommes en droit de recevoir, nous avons une bonne partie qui ont eu à demander à faire l'informatique à l'université virtuelle et une partie également qui a sollicité faire l'informatique, mais pas à l'université virtuelle. Voilà. Mais l'État a trouvé que pour réussir, puisque le souci de l'État aussi, c'est pas de permettre juste aux bacheliers d'aller à l'école, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être bien formés pour pouvoir s'insérer facilement. Alors, vous recevez les étudiants qui vont suivre la filière de l'informatique. Quelle est la série de bacs qu'ils ont passé pour être orientés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? La filière informatique et sciences du numérique fait partie du domaine sciences et technologies. Donc, c'est une filière scientifique. Donc, les bacheliers que nous recevons dans cette filière informatique et sciences du numérique sont les bacheliers scientifiques, c'est-à-dire des bacheliers de type C, D, E, etc. Donc, si un étudiant a eu le bac A, il ne peut pas prétendre aller à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour le moment. Il ne peut pas prétendre faire un diplôme à l'université virtuelle, mais il peut prétendre faire un certificat de l'université virtuelle. Puisque le diplôme, c'est tout un parcours qui, par exemple, pour la licence, qui dure 6 semestres, c'est-à-dire 3 ans, où il y a pas mal de matières. Mais il n'est pas exclu qu'un étudiant littéraire s'intéresse à un module, n'est-ce pas, ou une unité d'enseignement ou un certificat de l'université virtuelle. Mais pour le moment, en termes de diplôme, ils ne sont pas sollicités. Est-ce que ces différents certificats sont déjà ouverts, c'est déjà disponible? Combien d'étudiants pourraient être concernés? Les certificats sont les éléments constitutifs justement du parcours qui donne droit au diplôme. En fait, on peut, pour simplifier, c'est un peu comme les matières, les différentes unités d'enseignement. Pour avoir un diplôme, il y a un ensemble d'unités d'enseignement qu'il faut valider pour avoir un diplôme. Donc ça va s'adresser aux bacheliers scientifiques, puisque dans ces unités d'enseignement, vous avez les mathématiques, la physique, l'électronique, etc. Par contre, un bachelier littéraire peut très bien s'intéresser à une unité d'enseignement de type développement web, etc.
Mais est-ce que pour cette entrée en 2016-2017, c'est déjà terminé ou il y a la possibilité pour les étudiants, notamment pour ceux qui veulent des diplômes, de s'inscrire à l'université virtuelle? Bien, comme nous le disons, cette université numérique ne s'appuie pas sur des salles de classe à capacité réduite. Donc, pour le moment, nous avons reçu 5000 bacheliers, nous faisons avec. Mais si demain, nous avons une partie des bacheliers scientifiques, en fait, qui ont le bac, parce que quand même, il faut être doté d'un bac scientifique, comme je viens de l'expliquer. Nous, il n'y a pas de raison que nous puissions les refouler. 5000 nouveaux bacheliers ont été orientés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour cette rentrée académique. Tous les 5000 sont-ils inscrits? Et est-ce que les inscriptions continuent ou sont bouclées? L'inscription est gérée sur une plateforme commune mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et sur cette plateforme, les inscriptions démarreront le 16, selon les informations que nous avons reçues de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Les inscriptions débuteront le lundi 16 et s'achèveront le 10 février. Donc les inscriptions n'ont pas encore débuté? Les inscriptions n'ont pas encore débuté. Elles débutent le lundi 16 janvier. Quelles sont donc les précautions à prendre, les dispositions à prendre pour les nouveaux bacheliers qui ont été orientés là-bas afin de suivre le processus d'inscription? Nous invitons les 5000 bacheliers orientés à l'université virtuelle de prendre les meilleures dispositions pour être parmi les premiers à s'inscrire afin de pouvoir bénéficier dès leur inscription d'un module de prérequis que nous avons mis en place pour leur permettre de s'habituer déjà à l'espace numérique de travail que nous mettons à leur disposition. Alors parlons justement, puisqu'après les inscriptions, ce sont les cours. Les cours, ça va se passer comment de façon concrète? Est-ce que ce sont des cours déjà en ligne que l'étudiant peut à tout moment consulter, ou alors il y aura des cours comme on voit avec les autres universités virtuelles, des cours vidéo? De façon concrète, l'USI en termes de cours va fonctionner comment? Bien, en termes de cours, comme je l'ai dit, ce sont les mêmes enseignants qui enseignent déjà dans les autres universités qui vont être sollicités ou enseigner à l'université virtuelle. Ce qui change, c'est que la manière d'enseigner en présentiel n'est pas forcément la même qu'enseigner à distance. Dans le cas de l'université virtuelle, l'enseignant est amené à fournir plus d'efforts pour préparer son cours, puisqu'il s'adresse à des étudiants qui sont d'abord très nombreux, qui sont pas en présentiel, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément en face de lui. Donc, il est amené à faire beaucoup d'efforts. Il doit préparer tous les supports dont les étudiants peuvent avoir besoin. Il n'aura pas à dicter à distance son cours pour que les étudiants à distance prennent des notes. Donc, l'enseignant est amené à aller en studio, en fait. Aller en studio où il aura à sa disposition un ensemble de spécialistes que nous appelons des ingénieurs pédagogiques, des ingénieurs de son, pour mettre tous ces supports-là en forme. Et c'est ces supports-là qui seront mis en ligne et l'étudiant, selon un emploi du temps qui lui sera donné, pourra accéder à ces cours. Il aura le cours, les exercices, en tout cas l'ensemble des éléments qui permettent à un étudiant de bien se former. Aujourd'hui, toutes ces dispositions sont prises. Quand vous parlez de studio, ça veut dire que ce sera... certes, le professeur aura à enregistrer, pourquoi pas, les cours que vous allez mettre ensuite en ligne. Est-ce que ces dispositions sont déjà prises? Est-ce que plusieurs cours sont déjà disponibles en la matière? C'est déjà mis en ligne. Comment l'étudiant peut avoir accès? Il aura son compte, certainement sur le portail de l'université. Justement, lorsque l'étudiant s'inscrit, il a un compte. Il a un compte qui lui donne accès à ce que nous appelons dans notre jargon son espace numérique de travail. C'est un espace où il a un ensemble d'outils, n'est-ce pas, pour communiquer avec l'enseignant, pour communiquer avec l'administration, pour communiquer avec ses camarades, pour faire des exercices. En fait, tout un espace que nous pourrons peut-être à d'autres occasions bien décrit, n'est-ce pas? Donc, il a accès à son espace numérique de travail. Voilà. Dès qu'il s'inscrit là, ça, et comme je l'ai dit, un module est là aussi pour lui permettre de maîtriser rapidement cet espace numérique de travail. Mais pour ce qui est des cours, comme je vous l'ai dit, c'est depuis 2015 que nous travaillons à cela et nous avons
profiter de l'année 2016 pour mettre l'essentiel, n'est-ce pas, de ce qui va se passer cette année. Puisque cette année, c'est la licence, en fait, première année. Bon, pour ce qui est de la première année, nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut pour l'année prochaine, mais nous prenons cette année aussi pour commencer déjà à préparer les cours qui vont se faire en licence 2. Entendre toutes ces commodités, ça doit coûter cher d'aller à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Combien coûtent les inscriptions? Effectivement, l'université virtuelle, comme je l'ai dit, demande beaucoup d'efforts aux enseignants, utilise la dernière technologie, c'est-à-dire le numérique, mais je pense que l'avenir des étudiants est une préoccupation pour tous les États. Et la Côte d'Ivoire, qui aspire à être un État émergent, a tout intérêt à faire en sorte que ces étudiants soient bien formés. Mais l'État même sait aussi que la population n'est pas assez aisée. Donc l'État a décidé de faire en sorte que ça soit les mêmes frais. Donc les étudiants orientés à l'université virtuelle payeront les mêmes frais que ceux qui sont dans les autres universités. Alors, on sait que parmi les 5000 étudiants qui ont été orientés à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, tous n'ont pas fait le choix de partir vers cette université. Les cours n'ont pas encore débuté. Ont-ils la possibilité de changer? Et aussi pour ceux qui n'ont pas été orientés et qui aimeraient être à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, ceux-là aussi ont-ils la possibilité de changer, de venir à l'université virtuelle? De même que ceux qui ont été orientés mais qui ne veulent pas, peuvent-ils aller ailleurs? Généralement, le processus d'orientation prévoit une période ou un système de réclamation pour permettre de corriger les éventuels écarts qui pourraient avoir lieu dans les résultats qui sont donnés. C'est un principe qui a toujours lieu. Donc je pense que certainement dans le cadre des réclamations des étudiants qui se sentiraient, malgré tout l'effort d'explication qui est fait, mais qui se sentirait vraiment plus à l'aise d'être en présentiel, je pense que dans le système de réclamation, ils pourront avoir gain de cause, tout comme d'autres qui ne se sentent pas à l'aise dans le présentiel, qui aimeraient plutôt venir dans l'espace numérique se former. Je pense aussi que le système de réclamation leur permettra d'avoir gain de cause. Alors, entre le présidentiel et le virtuel, quelle est la différence au niveau des cours? L'étudiant à l'université virtuelle s'inscrit directement en master. Comment est-ce que ça se passe? L'étudiant qui est en présentiel, on dit présentiel en ce sens qu'il faut qu'il soit présent physiquement lui-même devant son professeur pour pouvoir bénéficier de l'enseignement de ce professeur-là. Le mot présentiel vient de là. À distance, ça s'explique aussi parce que l'étudiant n'a pas besoin d'être en face de son enseignant pour pouvoir bénéficier de son enseignement. Donc, on parle là de formation à distance, mais en termes de formation, c'est toujours la formation. Sauf que dans un mode, vous avez la contrainte, n'est-ce pas, d'être réunis dans le même lieu, n'est-ce pas, dans la même salle avec votre enseignant pour pouvoir bénéficier des connaissances qu'il est prêt à vous donner. Alors que dans l'autre mode, vous n'avez pas cette contrainte en fait. Donc c'est un choix que nous apportons au dispositif pour que ceux qui, pour certaines contraintes, ne peuvent pas être dans la même salle que leur enseignant, puissent quand même continuer à progresser. Alors, est-ce que pour des soucis d'interactivité, c'est pas mieux qu'il y ait justement des cours en streaming, c'est-à-dire donc en direct, où les étudiants ont une heure précise, le professeur disponible, via peut-être un système de chat, qu'ils puissent échanger? L'enseignement à distance, c'est un tout, ça n'exclut pas ce que vous dites. C'est un ensemble en fait. Il y a la possibilité de faire des webinaires, n'est-ce pas, où l'enseignant peut être à un endroit, les étudiants en fait du direct. Je pense que vous parlez du direct. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, il y a un ensemble de technologies qui permettent de faire le direct à distance, où les gens peuvent poser des questions. Le fait que ça soit à distance, c'est pas qu'il n'y a pas d'interaction entre l'enseignant, mais cette interaction, vous voyez, se fait à distance. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être forcément dans la même salle. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, par les outils
TIC que nous connaissons tous aujourd'hui, on peut très bien discuter à distance avec un plus grand nombre, etc. Alors c'est nouveau pour notamment le système d'encadrement pour les enseignants. Comment eux perçoivent donc cette université virtuelle et les défis qui vont avec? Ont-ils eux-mêmes déjà bien perçu les enjeux? Sont-ils déjà prêts justement à adopter ce nouveau mode d'enseignement? Je pense que c'est le cadre institutionnel qui est mis en place qui est peut-être nouveau. C'est-à-dire le fait que l'État, par décret, crée une université virtuelle qui va pouvoir donner des diplômes encadrés. Bon, ça c'est nouveau, mais les outils utilisés pour faire, dans le fonctionnement de cette université ne sont pas nouveaux, puisque les enseignants, depuis des dizaines d'années, utilisent déjà les technologies, n'est-ce pas, pour leur enseignement. Des enseignants sont régulièrement formés à mettre leurs cours en ligne, n'est-ce pas. Les étudiants aussi ont l'habitude d'aller dans des bibliothèques qui sont en ligne. Donc je pense qu'il y a déjà la culture, mais l'État n'avait pas jusqu'ici formalisé, n'est-ce pas, la chose. Donc c'est pas quelque chose de très nouveau. Alors c'est l'un des objectifs du système LMD, instauré dernièrement, qui malheureusement, aujourd'hui encore on le constate, n'a pas véritablement bien fonctionné puisque les cours devaient être aussi mis en ligne et tout le reste. Donc cette question aujourd'hui encore se pose. Est-ce que ce sera possible justement de relever tous ces défis qui font qu'aujourd'hui encore on constate que le système LMD sur papier fonctionne, mais dans la réalité c'est difficile? Oui, le système LMD se met progressivement en place. Et comme vous l'avez souligné, ce système LMD, pour fonctionner, a besoin d'un environnement numérique intégré. Et l'université virtuelle, comme je le répète, elle est virtuelle parce qu'elle est numérique en réalité. C'est une université qui s'appuie sur le numérique. Et comme je l'ai dit, cette université, dans ses missions, c'est d'accompagner les universités qui sont en présentiel justement pour que les formations qui existent soient accessibles à distance. Et pour que ces formations soient accessibles à distance, ça signifie qu'il faut accompagner les enseignants à aller dans les studios, à mettre les cours en ligne, etc., pour que ça soit accessible. Donc vous voyez que l'université virtuelle est ce maillon qui manquait pour booster justement notre système LMD. D'accord, on va donc passer au prochain chapitre qui a trait au défi de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, la mise en œuvre de cette université. La question déjà qui se pose, est-ce que ce type d'enseignement est adapté à nos réalités ici en Côte d'Ivoire? Ce type d'enseignement est adapté à nos réalités en Côte d'Ivoire puisque nous sommes déjà plus ou moins, n'est-ce pas, dans ce type d'enseignement s'équipent, n'est-ce pas, en ordinateur, en smartphone et vont sur Internet. Donc nous pensons que la pratique est déjà là. Ce n'est pas une nouvelle pratique. Seulement, nous venons avec l'université virtuelle institutionnaliser la chose, organiser la chose pour que ça soit profitable au plus grand nombre. Alors, ce n'est pas une nouvelle pratique, mais les choses vont changer un peu. Avant, l'étudiant, il s'est déplacé, il allait sur le campus pour prendre des cours, mais maintenant, il restera peut-être dans le confort de sa maison pour prendre des cours à distance. De quel outil a-t-il besoin pour être en interaction avec les professeurs? Effectivement, pour que l'étudiant puisse rester à distance, pour bénéficier d'un enseignement de qualité, il lui faut des moyens d'accès. Les moyens d'accès, les principaux moyens d'accès, c'est l'ordinateur, n'est-ce pas? C'est aussi les smartphones. Alors, l'étudiant devra avoir ces outils. Est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'université qui met ces outils à disposition de l'étudiant ou bien il doit se les procurer lui-même? L'État aujourd'hui a fait beaucoup d'efforts dans le cadre du programme Un citoyen, un ordinateur. Il y a une déclinaison, un étudiant, un ordinateur, qui fait qu'aujourd'hui, pour 50 000 francs, n'est-ce pas, un étudiant peut acquérir un ordinateur de bonne qualité. Mais là, il y a problème parce que les étudiants qu'on a approchés jusque-là disent qu'ils n'ont pas tous leur ordinateur. Et même pour ceux qui ont les ordinateurs, n'ont pas de connexion. Est-il possible de faire ce genre d'enseignement sans la connexion? Pour pouvoir profiter pleinement de l'enseignement à distance,
il faut pouvoir se connecter à Internet. Néanmoins, dans le cadre de l'université virtuelle, en plus des ordinateurs dont je viens de parler, qui sont à la disposition de tous les étudiants de Côte d'Ivoire, pour les étudiants orientés à l'université virtuelle, ils seront munis d'un kit, n'est-ce pas, de l'université virtuelle. Et ce kit comprendra une tablette, c'est-à-dire un smartphone, n'est-ce pas, avec la possibilité d'avoir régulièrement des crédits, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder à Internet. Donc là, ils ne seront pas concernés directement par le Wi-Fi. Eux, ils vont utiliser plutôt la technologie 4G pour que de partout où ils se trouvent, ils puissent accéder à ces ressources. Mais il faut quand même préciser qu'on sait très bien que le haut débit n'est pas encore d'actualité partout en Côte d'Ivoire, quoique la 4G aujourd'hui donne des débits intéressants, mais les outils que nous allons leur donner, les cours, c'est-à-dire les vidéos, n'est-ce pas, les exercices, seront déjà embarqués dans ces kits que nous allons leur donner. De telle sorte que même sans Internet, quoi qu'on va leur donner des accès Internet, ils pourront accéder aux vidéos en local, en fait, sur leur équipement. Internet sera là pour leur permettre quand même de pouvoir aller aussi chercher d'autres informations sur la toile. Alors justement, le kit qui sera donné aux étudiants, qui supporte le coût? C'est l'université ou l'étudiant? Pour cette année, puisque vous-même vous avez dit que c'est nouveau, l'État a décidé de faire des efforts encore à ce niveau pour que les 5000 étudiants à qui on a proposé l'université virtuelle, une fois qu'ils seront inscrits, n'est-ce pas, puissent bénéficier de ces kits pour cette année. Voilà. Et après, c'est l'étudiant qui supporte le coût. Et ce sera à combien? Je pense que l'État, après la première expérience, pourra analyser et voir si il faut continuer, n'est-ce pas, à soutenir cet effort ou pas. Alors, parlons toujours des défis dans d'autres pays où ça a débuté bien avant. La Côte d'Ivoire, ça n'a pas forcément bien marché. On est plutôt allé vers les MOOC, c'est-à-dire les Massive Class Online. Donc, des cours en ligne, c'est pratiquement gratuit. Ici, c'est vrai qu'on démarre, mais c'est payant. Quelles sont les chances de réussite de cette première expérience en Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire que l'université virtuelle, comme j'ai eu à le dire, ne s'est pas mise en place cette année. C'est le fruit d'une réflexion. Nous avons eu à sillonner un peu le monde, à voir ce qui se fait un peu ailleurs et voir surtout dans quel contexte cela se fait. Nous avons regardé les modèles américains, nord-américains, européens, africains, n'est-ce pas? Et c'est fort de toutes ces expériences qu'il y a eu une conception, n'est-ce pas, pour que notre université virtuelle vienne répondre beaucoup plus à nos réalités. Voilà. Et nos réalités, c'est de faire en sorte que nos étudiants puissent être bien formés, puissent s'insérer facilement, n'est-ce pas, au niveau de la vie professionnelle. Donc le modèle ivoirien n'est pas forcément une copie. Bien sûr, ça s'inspire des erreurs et des acquis des autres, mais n'est pas une copie conforme d'un modèle qui serait déjà en route quelque part. Alors, dans ce cadre précis, puisque nous parlons toujours de l'encadrement, pour l'étudiant qui est admis à l'université virtuelle, il n'a pas besoin de venir à Abidjan. C'est le taux numérique. Depuis son Wangolo-Fitini natal, il lui suffit peut-être juste de venir récupérer son kit et de retourner auprès de ses parents. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à la fin de son cursus, l'encadrement aussi va se faire à distance, même jusqu'à, pourquoi pas, la soutenance? Faire une formation à distance ne veut pas dire qu'on n'a pas de point d'attache. C'est une facilité qui est offerte, n'est-ce pas, à l'étudiant, pour qu'en cas de besoin, il puisse continuer à suivre la formation. Parce qu'un étudiant, par contrainte, peut être distrait de sa présence, n'est-ce pas, dans une classe. Et là, vous voyez que le cours se fait sans lui. Mais aujourd'hui, avec cette possibilité, il peut peut-être être momentanément indisponible, peut-être que pour une raison ou pour une autre, mais grâce, n'est-ce pas, à cette formation, il ne paie pas, il ne prend pas du retard en fait. Mais normalement, une formation à distance, l'étudiant quand même ne va pas passer l'examen tout en restant à distance. Il viendra dans des
dans des centres qu'on appelle des points de présence. D'ailleurs, toutes les universités publiques et grandes écoles publiques sont des points de présence de l'université virtuelle. Ça signifie qu'un étudiant, pour passer son examen, ira dans l'université publique ou la grande école publique qui est plus proche. S'il est dans cette ville, c'est encore mieux, mais s'il n'est pas dans cette ville, il ira dans la ville la plus proche pour passer les examens ou aussi pour des regroupements. Parce que très souvent, on peut aussi regrouper les étudiants pour des travaux à caractère peut-être beaucoup plus pratique, n'est-ce pas? Donc le fait d'être... il y aura des laboratoires auxquels ils auront accès, tout ça. Donc le fait de dire formation à distance, c'est certains cours, parce que généralement le cours magistral ou même quand vous venez en amphi, bon, le professeur il fait comme une conférence en réalité. Et puis vous prenez des notes. Bon, pour ce genre de cours, nous pensons que l'étudiant peut décider de suivre ça à distance. Mais pour tout ce qui est à caractère très pratique, etc., ça ne pourra pas se faire à distance. Mais on voit là que l'étudiant sera quand même moins sollicité, n'est-ce pas, qu'une formation en présentiel. D'accord. Alors, les examens et les diplômes, on va en parler tout à l'heure. Au nombre des défis, on revient sur les infrastructures, les TIC. Il y a que le taux de pénétration haut débit Internet à Côte d'Ivoire reste encore faible, 5% actuellement. Alors, face à tout cela, l'université virtuelle sera-t-elle accessible à tous les étudiants? Merci. L'université virtuelle ou l'université numérique, disons université numérique, puisque c'est un thème que tout le monde comprend mieux, c'est pas l'Internet qui va former les étudiants. C'est un support, de la même manière que dans le présentiel, on utilise le tableau blanc, on utilise d'autres outils pour faire passer le message. Dans cette université, on utilise le numérique. Mais c'est, comme je l'ai dit, le cours d'abord sera fait par des enseignants. Ce sont les mêmes enseignants. Donc, la qualité, c'est des enseignants bien formés, qui ont de l'expérience. C'est les mêmes enseignants qui vont utiliser cette fois-ci un autre support que le support habituel, que nous avons appelé les studios. Ils vont passer même plus de temps à préparer ce cours. Et en dehors de ces enseignants, il y a ce que nous appelons les tuteurs. C'est-à-dire au niveau de l'université virtuelle, et le LMD le demande. Et c'est pas encore très bien mis en place, mais dans le cadre de l'université virtuelle, qui est une université numérique, ces choses-là sont beaucoup plus faciles. Donc pour 25 étudiants, nous aurons un tuteur. Le tuteur, c'est qui? C'est un doctorant, n'est-ce pas, qui est un peu plus avancé et qui est comme un tuteur, en fait, qui encadre l'étudiant. Donc l'étudiant va bénéficier d'un encadrement beaucoup plus serré. Donc nous pensons que le fait d'utiliser Internet, il faut voir Internet aussi comme un outil qui permet justement, lorsqu'on est à distance, de travailler comme si on était côte à côte en réalité. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, si on va revenir sur une question, je m'en voudrais si je ne la pose pas, une question d'un de nos auditeurs sur la toile. La mise en place de cette université a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Il voudrait savoir à quoi a servi cette forte somme d'argent pour une université virtuelle. Bien, bon, je pense que l'auditeur fait référence, n'est-ce pas, à une information qui était dans vos médias, je crois qu'au mois de septembre 2015, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, c'est depuis 2015 quand même que nous travaillons à la mise en place de cette université, où il était question justement de faire en sorte que le projet Un étudiant, un ordinateur dont nous avons parlé puisse démarrer pour permettre à au moins 100 000 étudiants, n'est-ce pas, de pouvoir acquérir ces ordinateurs-là. Aussi également, comme je vous l'ai dit, vous avez posé la question de savoir si les ressources, les coûts étaient déjà disponibles. Et je vous ai répondu que c'est depuis 2015 que nous travaillons à mettre ces ressources en place. Et aujourd'hui, nous travaillons pour les ressources des années à venir. Donc, il y avait aussi la prise en compte, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'on puisse disposer des ressources, n'est-ce pas, qu'on puisse aussi mettre en place une bibliothèque virtuelle pour permettre aux étudiants d'avoir accès à la bonne documentation. Également, il y a le projet d'interconnexion des universités qui est en cours. Il fallait faire en sorte que ce projet puisse aussi se bonifier en faisant en sorte qu'au niveau des universités, progressivement, n'est-ce pas, les bâtiments puissent être interconnectés, qu'on puisse aussi commencer à développer l'accès sans fil, n'est-ce pas, au niveau des zones d'intérêt. Donc certainement, l'auditeur fait allusion à tout ce qui
permettait de mettre en œuvre tout cela. Il y a aussi les kits que vous allez donner aux étudiants. Voilà, les kits, etc. Je pense que certainement, ça doit être ça. D'accord. On va terminer avec le chapitre des défis, avec notamment cette histoire que tout le monde connaît, l'université numérique, l'enseignement à distance n'a pratiquement pas marché dans les pays initiateurs, notamment en France, même certaines parties des États-Unis, et au Sénégal tout près chez nous ici, en Afrique. Alors, quelle garantie pour dire que ce type d'enseignement va marcher chez nous en Côte d'Ivoire? Est-ce que toutes les dispositions ont été prises? Est-ce que tous les contours ont été cernés? Justement, je pense que tout est une affaire d'objectifs. Ailleurs, peut-être ça n'a pas marché parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Mais en Côte d'Ivoire, ici, l'objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants aient l'emploi. C'est vrai, on veut que plus de personnes aient de l'emploi. Donc, on utilise la technologie numérique pour permettre à plus de personnes d'avoir cet emploi. Donc, je pense que nous, notre modèle a été calqué pour résoudre le problème de l'emploi. L'objectif n'est pas... L'université virtuelle n'est pas cette université où on oriente les bacheliers juste pour qu'ils aient le sentiment d'être orientés. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que la formation, la manière de former, la manière d'organiser leur permettent de s'insérer beaucoup plus facilement. L'université virtuelle va fonctionner comme un incubateur. Et nous avons de grandes entreprises partenaires, n'est-ce pas, qui nous accompagnent déjà dans cette initiative. Donc l'objectif n'est pas de faire en sorte que l'étudiant attende peut-être la fin de l'année pour aller faire un stage de 1 ou 2 mois. Il est en stage en permanence puisqu'il est dans un incubateur d'entreprise. Donc l'objectif, c'est faire, et comme vous le savez, le numérique aujourd'hui est le secteur qui emploie le plus. Et demain, c'est ce secteur-là qui va employer les filières que nous avons, les spécialités que nous mettons en place. Nous avons étudié le bassin de l'emploi, ce sont des spécialités qui sont très demandées aujourd'hui. Donc nous pensons que l'objectif en Côte d'Ivoire de l'université virtuelle n'est pas de permettre de prendre beaucoup d'étudiants juste pour qu'ils aient des formations, mais c'est de faire en sorte que même s'ils sont nombreux, ils puissent tous intégralement s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Alors, vous abordez la question des débouchés, c'est important. C'était d'ailleurs l'une de nos questions principales. Comment justement ça va se faire de façon pratique, puisqu'on sait que les autres universités, il n'y a pas toujours cette opportunité de trouver de l'emploi pour les étudiants. Vous déjà vous y engagez. Avec quel schéma? D'abord, le premier schéma, c'est que il faut former dans des domaines porteurs. C'est-à-dire la formation doit répondre à un besoin de travail. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai eu à l'expliquer, l'université virtuelle, la filière, n'est-ce pas, qui est ouverte, c'est la filière informatique et sciences du numérique. J'ai eu à le développer tout à l'heure. Tout à fait. Et il se trouve que le numérique aujourd'hui est un secteur porteur. Vous-même, quand vous regardez, vous observez notre société, vous voyez que le numérique s'invite un peu dans tous les domaines. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, des besoins, n'est-ce pas, de compétences existent dans le domaine numérique. Et pas seulement aujourd'hui. Quand nous faisons des projections, dans les prochaines années, ce mouvement va s'amplifier. Donc la demande va devenir de plus en plus forte. Ça signifie que même si nous doublons le nombre d'étudiants régulièrement, ils pourront toujours être absorbés puisque les besoins sont grandissants dans ce secteur. Donc là, déjà, vous voyez que nous sommes dans la bonne direction. Deuxième chose, c'est comment former ces gens, ces étudiants, pour que la formation qu'ils ont corresponde aux besoins qui en face. C'est pourquoi il faut travailler avec les entreprises, puisque c'est les entreprises qui animent en fait, n'est-ce pas, le milieu de l'emploi. Et nous fonctionnons déjà avec les entreprises dès le départ. Nous formons autrement et cette formation est beaucoup plus adaptée aux métiers qui sont en train de venir. Ou même le télétravail va également aussi se développer. Mais vous voyez, un étudiant qui a fait du téléenseignement, qui a appris à se former à distance, sera beaucoup plus à l'aise aussi de travailler à distance. Et ça, c'est des choses, c'est des manières de faire qui sont en train d'être présents et qui vont s'amplifier demain.
Alors, professeur Koné, vous l'avez dit, vous formez autrement à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que les diplômes qui seront décernés en fin de parcours, ces diplômes seront-ils reconnus à l'international et sur le marché de l'emploi? En un mot, pour éclairer toute l'opinion nationale et même le citoyen lambda, est-ce que ce sont des sous-diplômes? Est-ce que, par exemple, l'étudiant est un sous-étudiant parce qu'il est à l'université virtuelle? Je ne sais pas ce que regroupe le mot sous-diplôme. Non, ce sont des questions triviales que monsieur tout le monde peut se poser. Voilà, ce que je peux dire, là, il faut donner la science maintenant. C'est que l'université virtuelle a été créée par un décret du président de la République. Le président de la République, je pense, dans son adresse, n'est-ce pas, le 31 décembre, a eu à parler de cette université virtuelle. Donc, l'université virtuelle est mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, par la puissance publique. Donc, c'est une université publique. De la même manière que les autres universités ont été mises en place, l'université virtuelle est mise en place de cette manière. Le directeur général que je suis aussi nommé par un décret de Monsieur le Président de la République. Donc, c'est une université qui a toutes les conditionnalités pour pouvoir avoir une filière, comme je l'ai dit, de pouvoir donner des diplômes, donner des certificats reconnus, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international, puisque des partenaires internationaux aussi nous accompagnent, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de cette... C'est pas uniquement une affaire du directeur général de l'université virtuelle, c'est vraiment l'État qui est derrière, c'est aussi les partenaires de l'enseignement supérieur qui appuient. Donc je pense même que c'est même un exemple de réussite, puisque là, on voit qu'il y a une synergie, n'est-ce pas, accompagnée, cette université synergie qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc le diplôme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a la même valeur que celui de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire? Oui, surtout que je vous ai dit qu'une des missions de l'université virtuelle, c'est de faire en sorte que les diplômes qui sont à l'université Félix Houphouët-Boigny, puisque vous avez pris cet exemple, soient aussi disponibles à distance. C'est une des missions de l'université virtuelle. L'université virtuelle est une université nationale qui en appuie aux autres universités. D'ailleurs, c'est en cela que les autres universités sont aussi des points de présence de l'université virtuelle. L'université virtuelle n'est pas détachée, n'est pas à part. C'est une université nationale qui développe un nouveau type de formation pour permettre justement aux autres universités de pouvoir accueillir plus d'étudiants, de pouvoir améliorer la qualité des formations et de permettre à ces étudiants aussi de s'insérer. Et les encadrements pour les soutenances après les examens. Sinon, on va déjà parler des examens Kolo Coulibaly. C'est vrai qu'on a brossé un peu comment les examens vont se dérouler pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour les examens, c'est du présentiel. Les examens ne se font pas à distance. Par contre, c'est-à-dire les cours, certains cours, donc comme les je l'ai cours dit, se font à distance. voilà, certains cours, mais les cours pratiques, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a de la manipulation, ça ne va pas se faire à distance. Au niveau des examens, les examens vont se faire dans des centres d'examen. Et les premiers centres d'examen que nous avons, c'est déjà nos universités publiques qui existent, les grandes écoles publiques qui existent, où les étudiants seront amenés à se rendre pour passer les examens, sous contrôle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte de tricherie pour les examens? Justement, c'est pour réduire, n'est-ce pas, cette tricherie que ces examens se font en présentiel, parce que on veut s'assurer d'abord que celui qui passe l'examen, c'est bien cet étudiant. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les inscriptions, la biométrie est appliquée. Donc il y aura des contrôles biométriques, n'est-ce pas, de l'étudiant qui doit composer. Il y aura des surveillants dans la salle. En fait, tout le dispositif sécuritaire sera mis en place pour s'assurer de la validité des examens. Parce qu'en ligne, il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas forcément l'étudiant qui est derrière le clavier. L'examen est une affaire très sérieuse où, pour le moment, on ne sait pas très bien contrôler, n'est-ce pas, l'identité biométrique d'un individu à distance. Donc, c'est important que physiquement, il puisse se rendre à un endroit où on a toute la possibilité d'abord de l'identifier, n'est-ce pas, et de surveiller aussi ce qu'il fait. Alors, moi, je voulais juste qu'on revienne un peu sur la formation qualifiante, parce que la formation diplômante, on en a parlé assez, on a compris les contours, mais pour la formation qualifiante, c'est aussi l'une des questions reçues que nous vous posons. Comment ça va se faire pour quelqu'un, par exemple, qui est intéressé par je prends juste un exemple,
un domaine précis qui est le community management, par exemple. Est-ce que dans ce cas spécifique, là où on a besoin seulement de quelques jours, quelques semaines, comment de façon pratique il s'y prend pour avoir cette formation qualifiante? L'université virtuelle a appelé aussi à développer des formations professionnalisées, n'est-ce pas? En plus des certificats que j'ai eu à parler, et ça s'adresse en fait à toute la population. C'est-à-dire si aujourd'hui vous êtes dans un corps de métier et que un module, en fait une unité d'enseignement ou un certificat vous intéresse, vous pouvez le faire. Et mieux, comme je vous ai dit que l'université virtuelle est accompagnée par des partenaires qui sont dans le domaine, l'étudiant de l'université virtuelle, non seulement il aura le diplôme académique dont nous venons de parler, la licence, le master, le doctorat, mais il sera aussi en mesure d'avoir les diplômes des entreprises qui nous accompagnent, qui sont aussi des certificats. Donc, dans les différentes spécialités que nous avons, les étudiants seront formés de telle sorte qu'ils puissent avoir leur licence, par exemple, mais qu'ils puissent avoir aussi les certificats de ces entreprises. Et ces certificats sont aussi accessibles, n'est-ce pas, à ceux qui ne sont pas les étudiants. Donc, si vous êtes dans un corps de métier et qu'un des certificats vous intéresse, vous allez vous inscrire aussi à l'université virtuelle pour passer ce certificat. Alors, donc, peut-être pour terminer, si cela le permet, le site, sinon la plateforme web, c'est quoi pour aller... La plateforme, le portail de l'université virtuelle, c'est uvci.edu.ci. D'accord. Autre chose qu'on doit savoir, professeur Koneti Momon, sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, question d'être à nouveau ce dimanche tire à sa fin. On vous laisse conclure. Vraiment, je vous remercie. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que c'est une université publique mise en place par l'État de Côte d'Ivoire qui est appelée à donner des diplômes reconnus sur le plan national et sur le plan international. C'est-à-dire l'étudiant qui est muni d'un diplôme de l'université virtuelle peut jouir de toutes les prérogatives, n'est-ce pas? C'est un diplôme national qui est reconnu, qui est orienté beaucoup plus insertion professionnelle, puisque pour le moment nous sommes dans le domaine des sciences du numérique. Il y a quelques inquiétudes, je pense que nous sommes là pour d'abord expliquer, mais aussi rassurer. Il faut retenir que l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les précautions pour que cette université soit le moyen, n'est-ce pas, en tout cas l'un des moyens de pouvoir bien former les étudiants et surtout le moyen de leur permettre de trouver rapidement du travail, de s'insérer sur le plan professionnel harmonieusement. Je pense que c'est vraiment le message que moi j'aimerais passer pour rassurer les uns les autres, n'est-ce pas? C'est pas une université privée, c'est une université publique et c'est pas une université aussi détachée de ce qui se fait déjà, puisque cette université travaille avec l'ensemble des universités et grandes écoles publiques pour que le numérique puisse servir pour mieux former nos étudiants. Je pense que le modèle de cette université numérique, l'université virtuelle, est un modèle qui doit inspirer confiance de la part même de ses étudiants et de leurs parents et même de toute la population. Professeur Koneti Momon, merci. Merci beaucoup. L'université virtuelle tant annoncée fait son ouverture cette année, cette rentrée académique 2016-2017 avec des formations qualifiantes, diplômantes et professionnelles. Cette première année académique numérique démarre avec la licence en informatique et sciences numériques. 4 spécialités sont par ailleurs disponibles, entre autres les réseaux et sécurité informatique, les bases de données, le développement d'applications et des arts numériques. Question des temps nouveaux pour ce dimanche, c'est terminé. Réalisation Ange Quadio, technique Yaoblé David, présentation Abou Sila Kolo Koulibaly. On se dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.